Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce petit cours en décalé, mais qui devrait vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, à la fois sur les questions que je vous avais posées, et puis devrait vous permettre aussi de faire un petit bilan de cette deuxième sous-partie du chapitre de géographie consacré à l'Asie du Sud et de l'Est. Donc, la problématique était de savoir quelles sont les caractéristiques et les enjeux de la croissance économique dans la région. On l'a vu, hein, on l'a dit, c'est une région qui se caractérise par des taux de croissance records depuis une vingtaine d'années. Alors, on va essayer de voir à travers ces questions que cette croissance économique eh bien, n'est pas forcément la panacée et qu'elle provoque un certain nombre d'enjeux, de conséquences qui peuvent se révéler négatives pour cette région. Alors on va voir lesquelles. Alors première question, je vous demandais de voir comment a évolué le PIB de l'Asie du Sud et de l'Est depuis le début des années 2000. Je vous demandais donc d'observer le document repère A, donc qui était sur le Polycop que je vous avais téléchargé en pièces jointes. Donc, vous avez dû constater qu'alors que la croissance mondiale était dépassée difficilement les 2% par an, eh bien, pour l'Asie de l'Est, nous avons connu durant la période une croissance économique de 6,3%. Et cette croissance est allée jusqu'à 7,1% pour l'Asie du Sud. Donc ce sont des taux exceptionnels, sachant que ça ne concerne pas qu'un seul pays, mais vous l'avez compris, un ensemble de pays. Alors l'Asie du Sud, on est à plus de 7%. C'est d'autant plus exceptionnel que c'est une croissance qui va se poursuivre jusqu'aux années 2010. Hein. Si on prend par exemple le PIB qu'il y avait dans la région en l'an 2000 et le PIB qui était celui de ces pays au milieu des années 2010, hein, eh bien, on a un PIB qui a triplé. Hein. C'est-à-dire que en une quinzaine d'années, la production de richesse hein, de ces pays, donc du sous-continent indien, a été multipliée par 3. Alors certes, c'était des pays qui étaient relativement pauvres, hein, qui le sont encore dans une moindre mesure, et donc forcément, hein, comme on l'a déjà expliqué, lorsqu'on parle de très bas, il est plus facile d'avoir des croissances importantes que lorsqu'on a déjà un niveau de richesse qui est important, mais quand même, hein, c'est des taux de croissance qui sont comparables à des champions de la catégorie tels que la Chine durant ces années les plus brillantes, les plus exceptionnelles. Donc voilà pour la première question qui démontrait que clairement les pays de la région étaient au-dessus de la moyenne mondiale au niveau du taux de croissance. Pour la deuxième question, je vous demandais quelles sont les singularités du développement économique du Sri Lanka. Vous aviez une photographie d'une usine située donc sur cette île qui est située en Asie du Sud, au large de l'Inde. Et donc, eh bien, il fallait répondre que le Sri Lanka avait un rôle de pays atelier en quelque sorte, hein, que le pays s'inscrivait donc dans la nouvelle organisation internationale du travail, hein, on l'a vu, nouvelle organisation du travail où certains pays du Sud eh bien, sont devenus des pays ateliers. C'était un petit peu le cas de la Chine il y a encore une quinzaine d'années, même si depuis la Chine s'est considérablement diversifié son économie et monté de gamme, comme on dit. Hein. Le Sri Lanka n'en est pas encore là. Hein. C'est un pays donc, qui aujourd'hui eh bien, profite d'une main-d'œuvre abondante, d'une main-d'œuvre jeune, d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre bon marché. Et donc toutes les activités assez basiques en termes de production industrielle, en termes de savoir-faire, de qualification, eh bien, fait que beaucoup d'industries textiles, notamment à l'heure actuelle, eh bien, ont tendance à déserter, entre guillemets, le sol chinois, hein, devenu trop cher hein,
pour ce type d'activité nécessitant une main-d'œuvre faiblement qualifiée. Et donc, eh bien, la Chine aujourd'hui est victime un petit peu de son succès. Et les salaires ayant augmenté en Chine, eh bien, certaines entreprises délocalisent désormais non plus en Chine, hein, mais dans des pays où la main-d'œuvre est encore meilleur marché, comme le Sri Lanka, comme le Pakistan, comme le Bangladesh, par exemple. Donc, il fallait, dans la troisième question, me parler du défi que l'Asie du Sud et de l'Est doivent relever pour rattraper les pays occidentaux. En termes de production de richesses brutes, aujourd'hui, des pays d'Asie de l'Est, notamment, ont rattrapé, on peut dire, le niveau des pays occidentaux, des pays du Nord, des pays anciennement industrialisés. Il reste quand même une limite à ce développement économique. C'est j'ai envie de dire, la répartition des fruits de cette croissance économique. Hein. Comme on le voit sur la photographie, on a une photographie d'un travailleur pauvre à Hong Kong. Hein, Hong Kong qui est quand même, alors même si vous le savez, la ville a été rétrocédée à la Chine. Hong Kong conserve encore un statut d'autonomie, hein, et on pourrait dire quasiment micro-État qui est bien brille un petit peu par sa richesse économique, son développement économique, industriel, financier. Il n'empêche que, hein, on le voit, cette situation économique très favorable, cette situation de plein emploi, eh bien, n'empêche pas des situations de précarité extrême, hein, comme ce travailleur pauvre obligé de louer une cage en quelque sorte, hein, vu de la taille et de la configuration de sa chambre, pour pouvoir survivre. Donc ça, c'est un défi que devront relever tous ces pays du Sud et de l'Est, à lutter contre l'extrême pauvreté, partager plus équitablement les fruits de la croissance. Et l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est l'émergence d'une classe moyenne, hein, puisque c'est ce qui reste, entre autres, comme différence aujourd'hui entre un pays dit développé et un pays en développement. C'est pas tant forcément le PIB global, voire le PIB par habitant, car c'est une moyenne, ça peut cacher de très fortes inégalités. C'est la proportion de la catégorie de la population appartenant à la catégorie moyenne. Dans les pays dits développés, c'est la catégorie la plus nombreuse. Dans les pays du Sud, même les pays émergents, ça reste une minorité. Alors certes, une minorité qui se développe, une minorité de plus en plus nombreuse. Je prends l'exemple de l'Inde ou de la Chine, par exemple. Les catégories moyennes ont vu leur nombre, et aussi bien en nombre absolu que proportionnellement à la population active totale, augmenter. Il n'empêche que, eh bien, encore aujourd'hui, c'est la population considérée comme la population pauvre ou modeste qui constitue la majorité de la population de ces pays émergents. Alors, quatrième question, je vous demandais de donner quelques exemples de dégradation environnementale en Chine. Vous aviez pour cela donc un texte. Ce texte est bien parlé, hein, de déforestation, d'érosion des sols, de pollution des rivières et de l'air et de pluies acides. Hein. Bon, ça fait déjà pas mal. Donc autant de conséquences néfastes du développement industriel de la Chine. Donc, en même temps, je vous demandais, pour un petit peu compléter, pardon, cet enjeu que représente la pollution pour la Chine, je vous demandais pourquoi peut-on dire que le développement durable ne semble pas être une priorité du gouvernement chinois. Vous pouviez citer le texte, puisqu'il était écrit que l'État a longtemps, alors je cite, vu les considérations environnementales comme un frein à la croissance économique. Un frein à la croissance économique, voire même une lubie de bourgeois, hein, comme on l'avait dit, hein, de pays riches en quelque sorte. Et pour illustrer un petit peu ces propos, hein, le fait que l'environnement, la préservation de l'environnement ne soit pas un souci majeur pour le gouvernement chinois, le document précisait qu'il se construisait une centrale thermique à charbon par semaine. D'accord ? Les
centrales à charbon étant les centrales les plus polluantes en termes de rejet de gaz à effet de serre. Donc ça vous montre là aussi que pour répondre à cette croissance économique galopante, eh bien, la Chine n'hésite pas à développer des centrales parmi les plus polluantes. Et donc ça pose un véritable problème. En même temps, pour terminer, je vous poser la question suivante. Quelle critique peut-on formuler sur le document? Eh bien, la critique majeure que l'on peut formuler, c'est que c'est un document qui commence à dater. Il était daté de 2008, donc sans être obsolète, on peut dire que certaines réalités ont considérablement évolué depuis. Et en termes de prise de conscience du danger que peut représenter la pollution pour la santé publique des Chinois, mais aussi pour son propre développement, eh bien, les Chinois, depuis une dizaine d'années, ont fait des progrès considérables. Et aujourd'hui, ils ont entrepris une véritable politique de transition énergétique en donnant la priorité aux énergies renouvelables. La Chine, par exemple, aujourd'hui est le leader mondial de production de panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques ayant aussi quelques limites, notamment le problème du recyclage de ces matières premières. Il n'empêche que, en termes de rejet de gaz à effet de serre, de production de pollution, ce sont des énergies propres, des énergies photovoltaïques. Donc on peut dire que les Chinois ont pris conscience aujourd'hui de l'enjeu que représente l'environnement et la préservation de cet environnement. Et donc les progrès qui ont été faits dans la matière sont notables et il faut les souligner, même si ce document ne le faisait pas, car bien, il a plus de 10 ans et donc les choses évoluent tellement vite, notamment dans cette région du monde, qu'il faut être très, très réactif. Alors, je rajouterai peut-être en termes de réactivité, si on peut faire un lien avec la période actuelle, c'est que la capacité des autorités chinoises, alors je ne dirais pas de régler le problème du coronavirus, puisque certains parlent certains spécialistes d'une deuxième vague qui pourrait toucher les régions chinoises qui ont été les plus touchées à l'origine. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, les autorités chinoises, certes, au prix de mesures autoritaires, voire autoritaristes, mais ont réussi à limiter les dégâts de cette épidémie, ce qui les concerne, et grâce donc à des moyens humains, économiques, logistiques qui ont impressionné la planète tout entière. Donc ça c'est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que l'économie chinoise, que la puissance chinoise aujourd'hui est devenue véritablement une puissance centrale. On pourrait comparer un petit peu, même si bien entendu on est dans l'actualité brûlante et que c'est toujours un petit peu dangereux de tirer des conclusions, mais si on compare la capacité des Chinois à lutter contre cette crise sanitaire, si on la compare à la manière dont les États-Unis sont embourbés aujourd'hui dans cette crise sanitaire, là aussi peut-être qu'on peut tirer quelques remarques, si ce n'est conclusions, sur bien la puissance chinoise qui est dans ce domaine aussi peut-être en train de supplanter son homologue états-unienne. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous proposer une trace écrite donc qui va répondre à la problématique qui était posée en début de leçon. Quelles sont les caractéristiques et les enjeux de la croissance économique dans la région? Nous allons donc résumer. L'Asie est devenue le moteur économique du monde. Le continent connaît depuis le début du XXIe siècle la croissance économique la plus forte de la planète. L'Asie est le premier pôle productif mondial, près de 30% du PIB mondial, et une plaque tournante des échanges planétaires, plus de 25% du commerce mondial. Mais la forte croissance économique de l'Asie n'a pas réduit les inégalités de développement. La grande majorité des États ont un IDH moyen, voire faible. En 2017, on compte 637 milliardaires asiatiques, alors que dans le même temps,
près des 2/3 de la population indienne vit avec moins de 2 dollars par jour. L'autre défi que doit relever l'Asie du Sud et de l'Est est d'ordre environnemental. Comment répondre aux besoins croissants en ressources de l'industrie sans dégrader inexorablement l'environnement? Voilà la problématique, l'ouverture que l'on pourrait poser pour terminer cette leçon. Je rajouterai que je vous ai mis un lien en plus donc du lien qui vous mène sur cette vidéo vers une émission qui s'intitule Les dessous des cartes, vous connaissez peut-être, donc une émission spéciale sur les problèmes environnementaux que connaît la région et plus précisément la Chine. Donc voilà, je vous conseille de visionner cet extrait. Voilà, je terminerai simplement en vous souhaitant bon courage, en espérant que vous vous porterez bien pendant ces quelques jours, peut-être ces quelques semaines de confinement qui restent. Vous avez dû l'entendre, ces derniers jours, le ministre de l'Éducation a fait une déclaration où il a annoncé que le bac aurait bien lieu cette année, mais qu'il n'y aurait pas d'épreuve finale, comme c'est le cas depuis sa création, mais qu'il serait constitué uniquement des notes obtenues dans le cadre du contrôle continu, c'est-à-dire de vos moyennes du premier, du deuxième et du troisième trimestre. D'où l'importance de poursuivre vos efforts, même si c'est difficile, j'imagine, même si c'est dans un contexte assez plus qu'original, c'est quelque chose, bon voilà, tout le monde a trouvé tous les superlatifs pour qualifier un petit peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Bon, dans la mesure du possible, essayez donc de suivre ces cours un petit peu que je vous envoie régulièrement, de bien prendre la correction, de bien noter les traces écrites, de ne pas hésiter, il y en a très peu de terminales qui le font, à m'envoyer un mail pour me demander des questions, des précisions sur tel ou tel point. C'est pas quelque chose qui peut très bien s'envisager. Je comprends que ce ne soit pas évident de tout comprendre de manière aussi virtuelle. Donc voilà, maintenez vos efforts jusqu'aux vacances. Il nous reste donc toute cette semaine. Théoriquement, nous devrions reprendre les cours physiques début mai, ce qui nous laisserait presque 2 mois de cours, puisque je vous l'ai dit, les épreuves finales seront annulées, ce qui fait que le troisième trimestre pourra aller jusqu'à fin juin, voire début juillet. Donc, bien entendu, tout ça est à prendre au conditionnel, puisque les choses évoluent tellement vite que de nouvelles modifications peuvent encore intervenir, mais en attendant, voilà, je vous demanderai de continuer à bosser, et puis surtout, ce qui est la priorité en ces temps, de prendre soin de vous, voilà, de rester confiné, et puis d'essayer de prendre du bon côté ce moment que nous vivons. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, et en attendant, je l'ai dit mais je le répète, c'est pas grave, portez-vous bien.